Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon. Et oui, on a l'habitude d'analyser, de commenter les émissions de la WWE ou de la All Elite Wrestling. Mais cette fois-ci, je préfère vous parler de la New Japan Pro Wrestling. On avait déjà fait une petite review du dernier pay-per-view qui s'était passé aux États-Unis. Là, retour au Japon, hein. Écoutez, vous étiez nombreux à avoir écouté la review précédente, donc eh ben, on va continuer à vous donner des nouvelles régulièrement du Japon. Alors cette fois-ci, on est dans une ville qui est très difficile à prononcer, c'est Tokorozawa au Japon, au MetLife Dome, pour Wrestle Grand Slam. Alors c'est le deuxième événement Wrestle Grand Slam de l'année de la New Japan Pro Wrestling, puisqu'il y a déjà eu un show le 25 juillet 2021, qui était cette fois-ci au Tokyo Dome, donc à Tokyo évidemment, là où d'habitude on a le Wrestle Kingdom. Donc ce show au Tokyo Dome, ce Wrestle Grand Slam en juillet, on avait eu notamment une défense de titre de Shinko Takagi face à Hiroshi Tanahashi. Le champion Shingo avait conservé son titre. On avait aussi une victoire de Chase Owens sur Toru Yano. Le Bullet Club qui avait vaincu les méga coaches Ryutsuke Taguchi et Rocky Romero. Robbie Eagle avait gagné son titre de champion IWGP Junior Heavyweight en battant El Desperado, le champion. Kazuchika Okada avait terrassé Jeff Cobb. Et la tag team Dangerous Takers, comme on les appelle, Jack Sabre Jr. et Taichi, représentant du Suzuki-gun, avaient vaincu Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito et Sanada, pour devenir les nouveaux champions tag team poids lourds. Voilà ce qui s'était passé à cet événement. Bon, alors, on est au Japon, on est en pleine pandémie toujours de leur côté. Donc, le MetLife Dome, où se situe notre Wrestle Grand Slam de ce soir, n'est pas du tout complètement plein. On est vraiment dans une jauge très réduite. Ce qui est un peu dommage parce qu'il va pas du tout avoir une grosse ambiance, même si le public a l'air vraiment intéressé par le show, ça applaudit, ça encourage quand même les athlètes. On fait du mieux qu'on peut à la New Japan Pro Wrestling en ce moment. Et voilà, c'est mieux quand même qu'un show total huis clos. C'est mieux qu'un Thunderdome. Ça se laisse regarder quand même assez facilement. Il y a 2 soirs pour ce Wrestle Grand Slam. Ça se passait le 4 et le 5 septembre. On va démarrer évidemment par la première soirée. Et on démarre par un pré-show. Un pré-show très chaud puisque on a une exhibition spéciale des catcheuses de la Stardome. Donc du catch féminin, du Joshi, comme on dit, c'est très inhabituel hein, du côté de la New Japan. D'habitude, on n'a pas du tout de catch féminin. Mais cette fois-ci, depuis que on a le droit à une exhibition de la Stardome, puisque la New Japan, ou du moins la maison mère de la New Japan, a racheté la Stardome l'année dernière, je crois. Et donc, généralement, depuis, ils font des dark matchs dans les gros shows de la New Japan. Et là, pour une fois, c'est présenté, c'est enregistré, et ça passe sur le network de la New Japan, le New Japan World. Donc voilà, moi je suis pas du tout un fan, vous savez, de catch féminin, pas du tout un fan de Joshi, mais j'ai quand même regardé ces matchs. Et donc, on a un match tag team en fait, qui va durer 12 minutes, avec Momo Watanabe et Saya Kamitani, qui affrontent Maika et Lady C. Donc, au final, c'est un très bon match. Ça saute dans tous les sens, ça s'envoie des gros kicks, c'est quand même une belle école, la Stardome de catch féminin. On pensait à Asuka, pensez à Karisen, pensez à Yoshirai, toutes ces catcheuses-là, elles viennent de la Stardome. Donc vous avez un type de catch assez similaire, très stiff, très spectaculaire, très rapide.
Bien meilleur que ce que vous pouvez voir à la All Elite Wrestling par exemple. Voilà, 12 minutes d'action non-stop. On sent qu'elles ont envie d'impressionner un petit peu le public, elles montrent tout ce qu'elles savent faire. Et au final, c'est donc Momo Watanabe et Saya Kamitani qui remportent le match. Ben voilà, un opener du coup très fun. J'aurai ma dose de Joshi pour un moment, je pense. C'est très réussi. Alors bon, elles se ressemblent un peu toutes, donc je ne saurais pas trop vous dire quoi ressortir de spécial de ces catcheuses. Mais en tout cas, elles sont toutes très talentueuses, donc y a rien à redire. C'est un opener vraiment réussi pour le coup. On enchaîne ensuite avec un match tag team sans enjeu. Robbie Eagles et Tiger Mask affrontent Hiromu Takahashi et Bushi. Donc Hiromu Takahashi et Bushi, c'est des représentants de Lissandro Singor, Bernard Blest et Japon. Hiromu Takahashi, c'est un peu l'ace de la division Junior Heavyweight, qui a une grave blessure il y a à peu près 2 ans. Dans un match contre Dragon Lee, il s'est pété une vertèbre. Donc on pensait presque sa carrière terminée. Il est revenu, il est redevenu champion. Il s'est reblessé, il a dû abandonner son titre. Entre-temps, bon, le titre a passé de main en main. Donc, Taichi Ishimori, El Desperado. Et Robbie Eagles, donc, comme je vous l'ai dit, a récupéré le titre en battant El Desperado au dernier show Wrestle Grand Slam. Robbie Eagle, lui, c'est un catcheur australien. Assez jeune, assez petit, bien musclé quand même, et surtout très rapide dans le ring, qui a fait une belle progression là depuis quelques années là, enfin depuis les 1 ou 2 ans qu'il est là. J'aimais vraiment pas du tout au départ, il faut dire qu'il a une tête à claque quand même, mais puis il porte un bandana autour du cou là, je sais pas si c'est pas pour masquer un tatouage de nazi ou un truc comme ça. Il a fait un peu équipe avec Will Ospreay à un moment donné, et là il fait équipe avec Tiger Mask. On appelle ça les Flying Tigers. Tiger Mask, qui est un vétéran hein, du circuit, c'est Tiger Mask 4 précisément. Il y a notamment, je crois, notre ami Eddie Guerrero qui a porté le masque Tiger Mask à une époque. C'est le 4e du nom, ce Tiger Mask. C'est pas le dernier, puisqu'à un moment donné, notre ami Kota Ibushi était sous le masque de Tiger Mask W, qui était un catcheur donc masqué, hein, qui avait le masque du tigre, et qui était lié à une nouvelle série de dessins animés Tiger Mask W, puisque à la base, enfin, je sais pas si c'est à la base ou si c'est après, mais le personnage de Tiger Mask est aussi un personnage de dessin animé. Ils avaient fait une nouvelle mouture il y a quelques années, et du coup ils avaient décidé de lancer un nouveau catcheur, un peu plus frais que ce Tiger Mask qui a quand même plusieurs années au compteur, un peu en fin de carrière on va dire. Et donc, ils avaient mis sous le masque Kota Ibushi. Il y avait eu quelques matchs au milieu des shows de la New Japan, dont un contre Kazuchika Okada, qui était assez spectaculaire du coup, parce que Kota Ibushi, c'est quand même pas le dernier. Il y a eu un match aussi contre ACH, qui était pas mal. À ACH masqué, je sais plus c'était quoi le nom, Black Mask ou un truc comme ça qui s'appelait. Voilà, donc en tout cas, ils font équipe. Robbie Eagles, le champion, et Tiger Mask. Donc Robbie Eagles, comme je vous ai dit, qui a pas mal progressé sur les derniers mois. L'acolyte d'Hiromu Takahashi, c'est Bushi, petit catcheur masqué, qui utilise le mist, souvent, hein, le green mist, pour aveugler ses adversaires, qui a déjà été champion de Junior Heavyweight pendant un court temps. Très populaire, pas trop mauvais dans le ring, mais rien d'exceptionnel. Et donc, on a un match tag team qui dure 11 minutes 40, qui est très réussi. Le genre de match tag team que c'est faire avec les junior heavyweight, que c'est faire la New Japan, où ça va très vite, c'est stiff. Mais c'est aussi assez anecdotique finalement. Va y avoir un travail sur la jambe d'Hiromu quand même de temps en temps. Mais au final, euh, Bushi va être piégé par Robbie Eagles dans sa prise de finition, le Ron Miller spécial. Et Bushi va taper et abandonner.
Voilà, joli match tag team. En fait, ce qui va se passer surtout, c'est que Hiromu Takahashi a défié Robbie Eagles pour le titre junior heavyweight. Et ça, c'est pour la deuxième soirée. Donc, c'est un peu une mise en bouche pour le match de championnat junior heavyweight du lendemain. Plus important, le match qui suit, Sho affronte Yo. Alors, c'est marrant, hein, dit comme ça. Mais en fait, c'est la conclusion d'une rivalité très bien menée par la New Japan, qui se base sur un historique assez long, puisque Sho et Yo, c'est deux catcheurs qui sont assez jeunes, qui ont débarqué il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, à tout casser, à la New Japan en tant que Roppongi 3K, managé par Rocky Romero, donc la nouvelle version de Roppongi Vice, qui était la tag team dans laquelle faisait partie Rocky Romero, aux côtés de Trent Barreta, hein, que vous connaissez à la All Elite Wrestling. Euh, cette, euh, cette équipe donc de Shoheiyo, c'est en fait constitué de deux anciens Young Lions, évidemment, hein, ces catcheurs en développement de la New Japan. Donc ils ont démarré ensemble dans le, comment dire, le développement de la New Japan Pro Wrestling. Ils sont partis en excursion, comme ça se fait selon la tradition, au Mexique, la Ring of Honor. Ils étaient une équipe qui s'appelait les Tempura Boys, et ils étaient un petit peu ridicules. Et puis bon, donc ils sont revenus à la New Japan Pro Wrestling, et par contre là, ils ont pris le gimmick de Roppongi 3K, donc pour prendre le relais des Roppongi Vice, l'équipe avait dû splitter parce que normalement, Trent Barreta devait passer dans la division heavyweight. Et puis finalement, il a signé à la All Elite Wrestling, donc il est plus du tout à la New Japan. Ce qui laissait un peu Rocky Romero tout seul. Et puis comme il est quand même, c'est un vétéran aussi, Romero, un petit poste de manager, ça lui fait pas de mal. Et le voilà, donc manager de cette équipe Sho et Yo, qui sont arrivés comme des stars, et qui sont devenus champions le premier soir où ils sont arrivés. Ils étaient populaires pendant un bon moment, et puis après la machine s'était un peu enrayée, un peu moins populaire. Ils ont enchaîné des défaites, et notamment lors d'un dernier tournoi tag team là, qui a eu lieu. Et puis quand la machine s'enraye dans une tag team, ben, arrive ce qui arrive, trahison. Sho a trahi Yo, l'a abandonné pendant un match, puis il est revenu le tabasser. Et voilà, donc le divorce est signé pendant que Rocky Romero est coincé aux États-Unis, évidemment. Et donc ce soir, on règle ses comptes. Yo affronte Sho. Donc en gros, Yo le babyface, un peu androgyne, et Sho qui ressemble moi je trouve, à un jeune Hiroshi Tanahashi, très musclé, avec les oreilles en chou-fleur, du fait de ses pratiques de la lutte. Il fait euh, de l'haltérophilie, Yo, hein. Il fait des concours euh, d'haltérophilie, je crois qu'on appelle ça, hein. Donc il est très musclé. Et, euh, et donc ce soir, on va régler ses comptes, et du coup, on a le droit à un vrai petit bijou de psychologie. Avec évidemment Sho qui débarque dans un nouveau costume, avec un grand imperméable, capuche en cuir, avec des très très dark. Il arrive nonchalant, très sûr de lui. Et ensuite, Yo qui débarque, focus, les yeux rivés sur son adversaire. Il monte dans le ring, il va l'attaquer direct. Ça met des grosses patates dans la gueule. Il va ensuite lui placer un bon dropkick, et à peine Sho est arrivé à terre que Yo se jette à nouveau sur lui pour l'enchaîner coup de coude, et patate à même le sol, quoi. Voilà, on a un babyface qui est enragé et qui lâche pas sa proie. Il veut sa vengeance, et finalement ça va s'exporter à l'extérieur du ring. Et Sho va réussir à envoyer Yo dans le coin du ring, et lui et lui attaquer le bras, en fait, hein. Il va travailler le bras de Sho pendant un bon moment. Il va y avoir une longue hit du méchant Sho avec des coups en traite. C'est un match sale, hein, où on va se griffer le dos, on va frapper pour blesser, hein, si vous voulez.
Jusqu'à ce que Yo fasse un comeback. Ça y va avec des grosses prises bourrin, des gros dropkicks, des forearms à la volée, des petits dropkicks en traître pour essayer de casser les genoux, des choses comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive dans ce genre d'histoire où on veut une fin clean? Et ben il y a un ref bump, évidemment. Et une fois que l'arbitre est à terre, Shaw Yo, plutôt, non, Shaw va aller chercher une chaise pour attaquer Yo. Yo va esquiver, lui mettre un dropkick dans la tête. Il va récupérer la chaise. Il va hésiter. Il va envisager de frapper Shaw avec la chaise pour en finir pendant que l'arbitre est out. Mais il ne le fera pas. Et c'est là qu'il fera l'erreur, puisque à peine aura-t-il jeté la chaise, Yo va en profiter pour lui mettre enfin, Shaw va plutôt lui en... Shaw, c'est Shaw le méchant. Shaw et Yo. Shaw va lui en profiter pour lui mettre un low blow. Et lui, il va pas se gêner pour utiliser la chaise. Il va lui mettre un grand coup sur la tête. La chaise explose. Bon, on voit du coup qu'elles sont un peu gimmickées, les chaises, parce que le fond de la chaise s'enlève un peu facilement. Mais voilà, eux, ils mettent des coups de chaise sur la tête au Japon. Donc il vaut mieux que la chaise soit gimmickée. Sinon, on en revient à ce que faisaient les catcheurs WWF à l'époque de leur attitude ou à la ECW où on finit avec des gens qui ont des traumas crâniens très graves et où ils finissent complètement fous quand c'est l'heure de la retraite, donc autant arrêter ces choses-là. Après le coup de chaise, Yo est out. Le Shaw va aller réveiller l'arbitre et il va lui dire tiens, il faut faire le tomber maintenant. Mais en fait, il va y avoir le tombé 1, 2, 3 de l'arbitre. Shaw va relever Yo. Il lui dit non, 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 on n'en termine pas comme ça. Et il va le placer dans sa prise de soumission. Évidemment, Yo est déjà sonné, déjà dans le coma, donc il ne pourra rien faire. Et l'arbitre va arrêter le match. Donc, victoire de Shaw, victoire sale. Et après le match, alors que Yo est terrassé, qui c'est qui débarque? Nul autre que Evil, Yujiro Takahashi et Dick Togo. L'actuel Bullet Club 100% Japon hein, désormais. Et on continue, puisqu'ils viennent offrir un t-shirt à Shaw. Et Shaw est donc le nouveau membre du Bullet Club. Et voilà, on a un nouveau top heel dans la division junior heavyweight. Un, un Shaw qui fait partie du Bullet Club. Voilà, et comme je le disais, bon, le Bullet Club à la base, ça a été créé, fondé par Finn Balor, Bad Luck Fale. Il y avait nos amis les Good Brothers dedans, les Young Bucks. Donc c'était un clan quasi exclusivement, d'ailleurs pendant longtemps, exclusivement Gaijin, c'est-à-dire avec des Occidentaux. Et il y avait juste Yujiro Takahashi qui avait trahi ses amis, ses acolytes d'alors, je crois que c'était le clan Chaos, et qui les avait rejoints. Donc il y avait juste un japonais, on avait aussi le Bad Boy Tamatonga, etc. Et depuis que Omega est parti, c'est désormais des japonais qui ont repris le flambeau avec Evil, malgré le fait qu'il y a aussi Jay White, qui soit un des leaders du clan. Mais bon, il y a Kenta, maintenant il y a Shaw, Dick Togo, Takahashi est toujours là. Plus ça va, plus il y a de japonais. Après, ils ont plus trop le choix, hein, parce que là, pour l'instant, il ne peut pas y avoir de catcheurs étrangers qui débarquent. Donc autant rester dans la mouvance Bullet Club, nouvelle version. Donc les leaders, Evil et Jay White quand il peut venir. Et on compte Kenta aussi. Et donc nouvelle recrue, Shaw. Ensuite, on a un match sans disqualification, un I Quit match même, qui oppose le comique de service, Toru Yano. C'est pour le King of Pro Wrestling, le titre King of Pro Wrestling.
2021. Donc c'est un titre que vous remportez et au terme de matchs qui ont tous une stipulation. C'est la spécificité de la chose. Alors ça peut être soit des matchs sans disqualification, soit des matchs où on vous interdit votre finisher, soit des matchs où le tombé est au bout de 2 et pas de 3. Voilà, plein de choses comme ça. Là, pour le coup, c'est un I Quit match. Et c'est Toru Yano qui doit prendre sa revanche sur Chase Owens. Chase Owens, membre du Bullet Club. Toru Yano, comme je vous ai dit, comique de service qui fait partie du clan Chaos. Alors l'histoire, c'est que Chase Owens a demandé à ce que ce ne soit pas le bouffon Toru Yano qui vienne. Il veut le Toru Yano des débuts, le Toru Yano du clan Great Bash Hill, le Toru Yano hardcore. Et ben c'est ce qu'il aura. Toru Yano débarque, les cheveux peroxydés, avec sa chaise rouge, son petit parapluie. Il vient pour la violence, tout simplement. Voilà, le Great Bash Hill, c'était, si vous voulez, le clan de Togi Makabe. Il y avait aussi Onma dedans, et il y avait notre ami Nakamura, Shinsuke Nakamura. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Togi Makabe a été blessé, et du coup, c'est Shinsuke Nakamura qui était le leader du clan. Il a complètement hijacké le clan et emmené ses acolytes pour créer un autre clan qui s'appelle Chaos, hein, qui est toujours d'actualité, ou qui est désormais dirigé par Kazuchika Okada. Mais à la base, c'était le clan de ce bon veut Shinsuke Nakamura. Et donc, c'était la fin quasiment du clan Great Bash Hill, parce qu'il restait quasiment plus personne dedans, hormis Makabe et peut-être Onma. Puis Onma s'est blessé par la suite. Mais voilà, on a la version de l'époque, Toru Yano, version Great Bash Hill. J'adore ce nom, Great Bash Hill. Et ben du coup, on va avoir 28 minutes pour 3, deux matchs hardcore façon Japon, des coups de poubelle. Toru Yano débarque avec aussi des sacs pleins de menottes. On va enlever les coins du ring, on va utiliser des échelles. Voilà, ça va traverser les échelles à un moment donné. On va mettre Chase Owens dans une poubelle avec toujours le micro à la main pour lui demander s'il abandonne, en même temps qu'on lui met des coups sur la poubelle. Tout ça est assez old school version WWER attitude, quoi. Hein, ou un peu EC-dub comme ça. Au final, Yano va non seulement attacher Chase Owens aux cordes avec les menottes, mais aussi venir l'attaquer avec un ciseau pour lui crever les yeux. Chase Owens n'aura d'autre solution que d'abandonner. Victoire donc de Toru Yano. Chase Owens n'aurait pas dû venir chercher le Toru Yano hardcore. Il aurait dû rester affronter Toru Yano ridicule. Il aurait peut-être eu plus de chance. Le match était certainement un peu trop long. Mais bon, Toru Yano est très populaire au Japon. Ça faisait plaisir de le voir dans une partition un petit peu différente de ce qu'il fait d'habitude. Parce que c'est assez répétitif, les conneries d'Yano. Même s'il trouve toujours un truc pour nous faire rire. Voilà, c'était quand même. Ça se laissait suivre quand même tranquillement, cette petite histoire-là. Ensuite, on passe à des choses un peu plus sérieuses. Puisque Jeff Cobb vient prendre sa revanche contre Kazuchika Okada. Donc, Kazuchika Okada, l'ancien champion de la New Japan Pro Wrestling, International Wrestling Grand Prix, champion, poids lourd, IWGP. Voilà, ça me perturbait de ne pas pouvoir le dire correctement. Et Jeff Cobb, vous le connaissez, il est passé à la All Elite Wrestling là, il n'y a pas si longtemps pour affronter, je crois qu'il a affronté Chris Jericho, une petite défaite. Vous le connaissez sous le nom du monstre Matanza à la Lucha Underground. On l'aime bien, Jeff Cobb, c'est une machine de guerre à faire des souplexes. Une version un peu samoan de Kurt Angle. On l'aime beaucoup et il va faire un gros match de 27 minutes 40 contre Okada. Okada qui se borne à contrer toutes les tentatives de Tour of the Island de Cobb. C'est sa prise finale, hein, une espèce de gros slam tournoyant comme ça qui annihile ses victimes.
qu'Okada ne veut absolument pas être piégé dans cette prise, donc il va réussir à contrer à chaque fois que Cobb va tenter, soit par un dropkick, soit en se tenant dans les cordes. C'est du Okada des grands soirs, hein, qui nous sort tout ce qu'il sait faire avec toujours le timing impeccable, des moves superbes, puis derrière Jeff Cobb qui a envie d'en montrer. Il va y avoir un super moment où Okada est sur le montant du ring là, et où Jeff Cobb va se relever et lui mettre un gros coup de boule dans la face, un truc qu'on voit rarement à la Zidane, un peu comme ça. Hyper violent, hyper style. Et la surprise, c'est que Jeff Cobb va réussir à contrer un superplex d'Okada. Et Cobb va piéger justement Okada après lui avoir mis un gros coup de boule. Il va le piéger dans le Tour of the Island depuis la deuxième corde, l'écraser au sol. Ils vont lui mettre un deuxième Tour of the Island pour bonne mesure. Et Okada ne se relèvera pas. Et à la surprise générale, donc c'est Jeff Cobb qui bat Okada, sachant qu'il y a peu de gens qui battent Okada en règle générale. Il a longtemps été champion IWGP. C'est le meilleur catcheur du monde quand même, Okada. Il a fait ses énormes matchs contre Kenny Omega, hein. Mais effectivement, il est dans une mauvaise passe depuis un moment. Et même s'il a battu Jeff Cobb la dernière fois, et bien là, il doit s'incliner. Jeff Cobb qui ressort le grand gagnant de ce match, une des plus grosses victoires de sa carrière. Les choses sont plantées pour la suite de l'année parce que quid de Okada, il va falloir qu'il se reconstruise totalement et je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a le grand tournoi de G1 Climax qui s'en vient et ça pourrait être une occasion pour Okada de se refaire la fraise, comme on aime bien dire chez nous, hein, même si c'est plutôt se refaire la cerise. Tout comme du coup Jeff Cobb part un peu en favori de ce tournoi aussi, puisque après avoir damé le pion à Okada, on voit mal qui peut le vaincre. Donc qu'ils se mettent de la motivation pour le G1 Climax et un excellent match. Aussi 27 minutes 40. Vraiment une belle réussite. Donc là on est bien, hein, depuis un moment, depuis que ça a commencé, on n'a pas vu de trucs scandaleux. On a passé du bon temps et on va enchaîner avec le championnat US IWGP de la New Japan Pro Wrestling, évidemment. Le champion en titre Hiroshi Tanahashi, hein, qui a, je vous le rappelle, je vous l'avais raconté dans notre chronique précédente, il a battu Lance Archer et donc c'est lui le champion US à l'heure actuelle. Il affronte rien que moins que Kota Ibushi. Alors, Kota Ibushi revient de pneumonie, c'est pour ça que le dernier Wrestle Grand Slam, c'est Tanahashi qui avait affronté Shingo Takagi, alors qu'à la base, ce devait être Kota Ibushi. Donc il vient prendre sa revanche un petit peu, Kota Ibushi. Et il vient affronter le vétéran Tanahashi, puis essayer de récolter la ceinture US entre-temps. Donc l'histoire, hein, c'est un peu le vieux Tanahashi contre le jeune Ibushi, plus jeune, plus en forme. Même si bon, il sort de pneumonie quand même. Très, très ému, Kota Ibushi, d'être là au milieu du ring, hein. Il ressort quand même d'une pneumonie, comme je vous le disais, donc je pense que ça lui faisait chaud au cœur de se retrouver quand même dans un main event d'un show de la New Japan Pro Wrestling. Et du coup, derrière, on a eu un match alors plus court que les autres pour un main event de la New Japan Pro Wrestling. C'est assez inhabituel, hein, parce qu'ils aiment bien en ce moment aller même jusqu'à des 45 minutes. Mais c'est pas plus mal, 17 minutes. Surtout qu'à son âge, Hiroshi Tanahashi, dans l'état où il est, même s'il est encore très bon, bien meilleur que beaucoup, et puis surtout au niveau psychologie, c'est un des meilleurs. 17 minutes 47, ça suffit pour raconter une histoire. L'histoire, c'est que Hiroshi Tanahashi est increvable, Kota Ibushi n'est pas encore à 100%. Et en fin de match, Tanahashi va bloquer un Kamagoye tenté par Kota Ibushi. Il va placer son twist and shout, enchaîner sur le Sling Blade. Mais Ibushi ne vend pas, il se relève comme un seul homme. Tana va frapper avec un nouveau Sling Blade. Mais Ibushi ne tombe pas. Troisième Sling Blade. Et là, Ibushi prend un gros bump sur la nuque.
Tanahashi monte sur la troisième corde, il va tenter un high five flow, hein, son frog splash des familles. Mais Ibushi va mettre les genoux, c'est contré. Ibushi place le Kamagoye, mais il est trop éreinté pour réussir à placer un tombé immédiat. C'est le compte de 2. Ibushi va ensuite placer le Bumaye. Il va tenir les bras de Tanahashi pour mettre un autre Kamigoye. Mais Tana va bloquer également. Hein, le Bumaye, c'est la même prise que Shinsuke Nakamura. Hein, c'est le Kinshasa. Et le Kamagoye, c'est quand on prend les poignets de son adversaire et qu'on lui met un gros coup de genou dans la tronche. Donc voilà, il va retenter un Kamagoye, mais Tanahashi va le bloquer. Ibushi va mettre un V-trigger des familles. Et il va reprendre le contrôle des poignets de Tanahashi. Mais Tanahashi s'en sort. Il va mettre un nouveau Singblade. Dragon Suplex. Avec le bridge, on fait le tomber pour un compte de 2. Et ça suffit pas. Mais Tana enchaîne tout de suite. Il monte sur la troisième corde. Il fait son high five flow. Et il va refaire un autre high five flow dans la foulée. Et là, Kota Ibushi ne se relèvera pas. Victoire du vétéran Hiroshi Tanahashi. Tout le monde est en pleurs à la fin du match. Hiroshi Tanahashi va féliciter son adversaire. Il va ensuite nous faire de l'air guitare comme on l'aime. Très beau main event. C'est vraiment plutôt bien cool qu'ils aient pas fait 45 minutes. Ça aurait servi à rien. C'était tout aussi spectaculaire en un petit quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure. Les deux mecs savent ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. C'était du très beau catch, très émouvant, ce retour de Kota Ibushi. Et puis l'incroyable Tanahashi, hein. Quand est-ce qu'il arrêtera sa carrière? Il est toujours champion, il n'y a pas de souci. Il part champion au G1 Climax. Et Kota Ibushi a déjà gagné 2 fois de suite, hein, le G1 Climax, donc il part pas du tout en favori. On verra ce que l'avenir nous dira. Voilà, ça c'était ce qui conclut notre première soirée de Wrestle Grand Slam. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé la première soirée? Eh ben, on enchaîne sur la deuxième. Eh oui! Donc, on se retrouve sur un pré-show qui nous présente également un tag team match de la Stardome. Retour des gonzesses. Avec cette fois Giulia et Syuri. Giulia a la particularité d'être blonde, ce qui est assez rare dans un roster de la Stardome. Et ils affrontent ce qu'on a vu, les deux catcheuses qu'on avait vues Momo Watanabe et Saya Kamitani. C'est Giulia et Syuri qui sont les championnes tag team qui gagnent le match. Encore une fois, un joli match. Hein, vraiment avec beaucoup d'action. Voilà, on voit que c'est une partition qu'elles connaissent. Donc c'est très bien pour ouvrir le show. Ensuite, tag team où Jeff Cobb et le Great Okan. Donc eux, ils font partie de l'Empire qui est dirigé par Will Ospreay. C'est un autre clan. C'est Will Ospreay qui se prétend le vrai champion, tout simplement parce qu'il n'a pas été battu. Le vrai champion IWGP, il a dû abandonner la ceinture pour des raisons de santé. Et il est de retour, hein, je vous avais raconté ça dans le show aux États-Unis. Il participera pas au G1 Climax, tout simplement parce que il peut pas venir au Japon, je suppose. Et donc il est représenté par ses acolytes. Jeff Cobb et le Great Okan. Ils affrontent Kazuchika Okada et Tomohiro Ishii, les deux représentants de Chaos. Kazuchika Okada, donc on en a parlé juste avant, et Tomohiro Ishii, qui est un des meilleurs catcheurs au monde, qui nous fait toujours des matchs 5 étoiles quand il est en solo, et qui fait le job aussi dans des matchs tag team. Bon, il n'y a rien de spécial dans ce match-là, 12 minutes 45. C'est la victoire encore des méchants. Là, on est en train de pusher l'Empire, hein, le clan de Will Ospreay. Et donc victoire du Great Okan, hein, en particulier qui pose son finisher sur le Stone Pitbull. Tomohiro Ishii. Okada est retenu par Jeff Cobb à l'extérieur. Ensuite, c'est l'heure des Junior Heavyweight Tag Team Championship. Seiji Ishimori et El Fantasmo qui représentent le Bullet Club. Voilà, il y a aussi Ishimori en japonais dans le Bullet Club, vous voyez. Qui affrontent El Desperado et Yoshinobu Kanemaru, représentant des Suzuki-gun, le clan de Minoru Suzuki que vous avez pu voir à la All Elite Wrestling cette semaine.
à Dynamite en main event contre Jon Moxley. Eh ben, il a un clan et les représentants juniors, c'est El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. El Desperado, catcheur masqué japono-mexicain, et Yoshinobu Kanemaru, un japonais alcoolique qui vient toujours avec sa bouteille de whisky. Excellent catcheur, très précis dans le ring, j'aime beaucoup Yoshinobu Kanemaru. Et en face, Taiji Ishimori, qui a longtemps catché à la Noah, qu'on a vu aussi à Impact, qui est le Bone Soldier désormais, et qui est accompagné d'El Fantasmo. El Fantasmo, un catcheur australien, une grande gueule qui te la raconte, et qui a, c'est l'histoire du match, quelque chose peut-être de caché dans sa chaussure qui lui permet d'assommer ses adversaires avec ses coups de pied. Mais on ne sait pas ce qu'il y a mystérieusement dans sa chaussure. Peut-être un point américain ou un pied américain, un pied blindé. 28 d'un match vraiment très cool, et qui se termine évidemment sur cette histoire de chaussures, puisque à un moment donné, pendant que l'arbitre est sonné, je crois bien, El Fantasmo va prendre la chaussure, va se la mettre au point. Il va tenter d'assommer ses adversaires, mais il va se faire cueillir par El Desperado, qui va récupérer la chaussure et frapper peut-être une Fantasmo ou Ishimori, je ne sais plus. Il en assomme un des deux, il place son pinche loco pour la victoire. Et donc, c'est bien la victoire du Suzuki-gun qui récupère les ceintures de champion junior heavyweight. Un peu surscénarisé. C'est un peu n'importe quoi cette histoire de chaussures blindées. Mais bon, dans l'absolu, le match est plutôt cool. C'est tous des catcheurs qui sont un peu en forme. Yoshinobu Kanemaru est le vétéran un peu dans l'histoire, mais il est vraiment toujours très très bon dans le ring. Et tous les jeunes tous les autres sont dans la force de l'âge là. Ils sont un peu au top. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas El Fantasmo, c'est pas un catcheur qui me passionne. El Desperado non plus. Taiji Ishimori, il est beaucoup plus intéressant. Mais bon, ça reste quand même un match vraiment très cool, hein. On continue dans les championnats. Les champions, c'est les Dangerous Takers, Taichi et Zack Sabre Jr., qui représentent également le Suzuki-gun, qui défendent leur titre contre Yoshihashi et Hiroki Goto, qui représentent Chaos. Et c'est une triple frite, puisqu'il y a aussi Los Ingobernables qui représenté par Tetsuya Naito et Sanada. Le match va durer 26 minutes 43. Alors, l'histoire, c'est que il peut pas y avoir. Ils font jamais de triple threat au Japon. Donc, ça va être un petit peu bizarre. L'histoire, c'est donc que la règle, il peut y avoir que 2 catcheurs légaux dans le ring à chaque fois. 3 équipes, mais 2 catcheurs légaux dans le ring. Ça va pas tenir longtemps parce que ça va être un bordel organisé tout au long du match. Ça part dans tous les sens. Donc les belligérants, Taichi, qui vient avec la belle Miyo Abe. Il a un gimmick de chanteur de l'opéra, fantôme de l'opéra même, hein, chanteur masqué qui vient au ring. Un maître des promos, un heel parfait, Zack Sabre Jr., l'anglais, le roi de la soumission, le tortionnaire, l'apprenti tortionnaire de Suzuki-gun. Et face à eux, donc Tetsuya Naito, le plus grand heel de ces dernières années, leader de Los Ingobernables de Japón, accompagné de Sanada, l'avenir de la New Japan. On va mal dire, mais il serait peut-être temps que ça déclenche pour lui. Hiroki Goto, le vétéran, un petit peu, ça fait un bon moment qu'il est là. Très bon catcheur, j'aime beaucoup Hiroki Goto. Il a déjà gagné G1 Climax, gagné tout quasiment sauf l'IWGP Heavyweight. Et Yoshihashi, un peu, bon, le moins intéressant. Catcheur sympathique, qui va tenter ici de rafler un titre parce qu'il n'en a pas eu beaucoup tout au long de sa carrière. Et ben ce sera pas gagné puisque en fait le final du match, c'est Yoshihashi qui est en pleine action mais qui voit pas le tag de Taichi, blind tag comme on dit. Il va il va se faire avoir par Itachi alors qu'il est en train d'affronter Sanada, hein. Il pense que Sanada est légal dans le ring, mais c'est pas le cas. C'est Taichi qui va venir l'attaquer. Pendant ce temps, Sabre va bloquer Naito.
dans l'Octopus. Et Taichi va porter son Black Mephisto pour remporter le match, tomber sur Yoshihashi, le pauvre. Voilà, victoire des champions qui conservent le titre après un beau bordel de 26 minutes 43. Il y a même un moment donné où Yoshihashi est là à attendre de vouloir faire le hot tag alors qu'il y a Sanada et ses blés. Il suffit qu'il tag Sanada, mais comme Sanada n'est pas son coéquipier, il n'a pas l'air de savoir qu'il a le droit de le taguer, mais bon. C'était quand même assez fun. Mais il y avait beaucoup de comédie wrestling aussi. À un moment donné, tout le monde s'étrangle, et puis il y a notre ami Naito qui débarque, qui dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les étrangle aussi? Bon, bah, il finit par étrangler aussi les gens. C'était plus de la rigolade qu'autre chose ce match, mais pas désagréable. Ensuite, c'est l'heure du championnat junior heavyweight championship. On défend un peu tous les titres hein, dans ce show. Bon, il y a quelques ceintures qui sont pas représentées, mais c'est pas grave. Donc Robbie Eagles affronte Hiromu Takahashi. Ça, je vous en avais parlé. Donc l'histoire, c'est Robbie Eagles qui va travailler la jambe de Hiromu Takahashi tout au long du match. Ça va être le match de la carrière de Robbie Eagles. Hein. Il est impeccable tout le long. Ça va être très rapide. Genre de salto, même des 619. Voilà, ça n'arrête pas. 24 minutes de bonheur. Hiromu Takahashi qui est bien en forme. Hein. Je suis content de le revoir à ce niveau. Mais ça suffira pas, bizarrement, pour vaincre Robbie Eagles qui va réussir à piéger Hiromu Takahashi dans son Ron Miller spécial. Hiromu va réussir à atteindre les cordes hein, pour s'en sortir, mais Eagles va la ramener au milieu du ring. Il va s'acharner sur sa jambe, sur son genou, et finir par le rebloquer à nouveau dans la prise. Et à partir de là, il est obligé d'abandonner Hiromu Takahashi à la surprise générale. Une grosse victoire de Robbie Eagles. Voilà, incroyable progression de Robbie Eagles sur ces derniers mois. Vraiment très très bon match. En plus, un gros travail sur la jambe, donc ça c'est super, qui avait démarré dans le show d'avant. Rien à redire. Franchement, très belle performance. Et puis un Hiromu Takahashi qui est pas encore, enfin même je pense qu'il sera jamais au niveau où il était avant sa blessure, mais un gros niveau. Hein. Là, ça aurait pu être un main event ce match-là, tout simplement. Si vous devez voir un match, regardez celui-là. Ensuite, à la fin du match, quand même, il y a Desperado qui vient narguer Robbie Eagles avec aussi son petit junior tag. Alors, on ne sait pas trop s'il veut un nouveau match contre Eagles pour le titre junior ou s'il veut affronter en match tag. On ne saura pas plus, mais on le saura dans l'avenir. Et voilà le main event. Shingo Takagi, le champion, affronte le leader du Bullet Club, Evil. Qui vient accompagner tout le monde. Hein. Yojiro Takahashi, Sho, Dick Togo. Et évidemment, il va y avoir pléthore d'interventions. Mais Shingo Takagi est vraiment costaud. À un moment donné, il va s'occuper des 4 en même temps. Il va en mettre 2 sur les chaises des commentateurs. Il va reprendre les 2 autres, les envoyer dans les barricades. Il va percuter la table des commentateurs, faire tomber encore ses adversaires. Rien n'arrête Shingo Takagi, l'increvable champion. Donc l'arbitre va même essayer d'évacuer les gens du Bullet Club, mais bon, ils reviendront. On les vire par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Dick Togo, toujours avec son espèce d'arme là pour étrangler, sa sangle là pour étrangler les gens. Mais Shingo Takagi n'est pas seul, il fait partie de l'Osingo Bernablaise, donc tout le monde qui va débarquer, là, notamment Bushi, Sanada aussi, Naito. Ils vont faire le ménage, qui fait que finalement Shingo va se retrouver face à Evil, qui va lui mettre quand même un petit low-blow pour la forme. Ils vont se battre un petit peu pour la ceinture, essayer de récupérer la ceinture. Et c'est là que l'arbitre se réveille.
juste au moment où Shingo allait frapper Evil avec la ceinture, justement. Euh, Evil va tenter un nouveau low blow, mais ça va être bloqué par Shingo, qui va mettre une grosse lariat. Et ensuite, Shingo va mettre son finisher, le pumping, enfin, il va mettre un pumping bonger. Et son dernier dragon, Last of the Dragon, pour la victoire, finisher de folie. Là, ensuite, tous les Stone Cold Unlabeless va revenir au ring. Célébrer tout ça. Victoire, donc, et défense victorieuse du titre pour Shingo Takagi, qui s'impose comme un bon champion. J'ai été moyennement convaincu par les reigns, notamment de Will Ospreay et de notre ami, ça y est, j'ai oublié son nom, Kota Ibushi. J'étais perplexe sur le fait d'avoir mis un mid-carder comme. Bon, même si Shingo Takagi, c'est un incroyable catcheur, hein. Ces matchs, c'est toujours exceptionnel. Même là, malgré les interventions du Bullet Club, il est quand même super cool. Et ben, il s'impose comme un champion costaud, quasiment imbattable. Bon, faut savoir que voilà, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, c'est que Will Ospreay, pour des raisons de santé, a dû abandonner le titre, donc il n'a jamais été vaincu pour le titre IWGP. Et Shingo a remporté le titre dans un match contre Okada. Ce qui est quand même une grosse victoire. Mais il est quand même un champion contesté, puisque le vrai champion, c'est Will Ospreay qui est revenu et qui est venu avec sa propre ceinture. Depuis qu'ils ont fusionné les ceintures intercontinentales et poids lourd, l'IWGP, ils ont recommencé le compte des champions à partir de Kota Ibushi. Donc concrètement, Shingo Takagi est le 3e champion. Ils aiment bien faire des vidéos en montrant tous les champions historiques des ceintures à la New Japan avant de commencer les matchs. Il y en avait une sympa pour les ceintures de championnat US notamment. Voilà, donc main event plutôt sympa. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais le junior heavyweight était quand même mieux. Mais bon, je suis content de voir Shingo Takagi s'imposer comme vrai champion. Et bon champion. C'est ça qui est bien. On a eu du mal à avoir des champions convaincants. Naito était pas très convaincant en champion non plus. Là, ce petit Shingo Takagi est sorti de nulle part. Pour la petite histoire, Shingo Takagi il a débarqué il y a quelques années quand Hiromu Takahashi s'est blessé. Il a remplacé dans la division junior heavyweight. Mais il était tellement bon, tellement impressionnant. Et puis il a un physique qui est un peu entre les deux, entre les juniors et les heavyweight, qui l'ont finalement passé heavyweight. Puis il s'est tellement bien imposé que le voilà champion. À la base, je crois qu'il vient de la Noah, ce bon vieux Shingo Takagi. Catcheur très, 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 très impressionnant, quand même, au niveau de son catch, hein. On nous annonce pendant le show, quand même, je vais vous quitter là-dessus, les participants du G1 Climax, dont je vais essayer de vous parler d'une manière ou d'une autre. Le plus grand tournoi de catch du monde, qui d'habitude est en août, qu'on a repoussé là jusqu'en septembre, donc il va démarrer très bientôt. 2 blocs. Alors bon, comme il n'y a pas de visa, que tout est bloqué, on se retrouve avec le noyau dur du roster de la New Japan. Donc ça change pas beaucoup de l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de surprise. Le bloc A, il y aura Kota Ibushi, donc qui part sur une défaite là, face à Hiroshi Tanahashi. Tetsuya Naito, qui a un peu rien à faire en ce moment, le leader de Los Ingobernables, mais qui pourrait gagner, hein, c'est pas impossible. Shintoko Takagi, le champion. Alors à la clé du G1, vous avez un title shot au Wrestle Kingdom, qui sera sur 3 jours cette année. Si c'est le champion qui gagne, il choisit son adversaire, simplement. Donc ça peut arriver que le champion gagne, ça s'est déjà vu par le passé. Zack Sabre Jr., l'anglais fidèle au poste, il sera là. Toru Yano, Tomohiro Ishii, Yujiro Takahashi, le petit larbin des Bullet Club, Tangaloa, le bad boy du Bullet Club, Kenta, hein, que vous connaissiez sous le nom d'Hideo Itami à la WWE, il est là, et le Great Okan, un des derniers arrivants de la Japan. Plutôt sympa, moi j'aime bien, il a un catch un peu atypique, le Great Okan, un peu à l'ancienne.
Et le bloc B, on retrouvera Sanada, le futur New Japan, Taichi, le champion tag, Yoshihashi, ce gros loser, Hiroki Goto, le vétéran, ouais, pilier du G1 de toute façon. Hiroki Goto l'a déjà gagné. Jeff Cobb, bien en forme. Evil, le leader du Bullet Club et ses interventions en série. Tamatonga, l'autre côté du... Ah bah c'est Tamatonga le bad boy, pardon. Tonga Loa, c'était Camacho à la WWE. Et le fils de Haku. Il y aura Chase Owens aussi, un autre loser. Là, ça prouve qu'on est un peu à sec au niveau du roster, hein, pour qu'on ait des mecs comme Yoshihashi, Chase Owens. Même Tamatonga, hein, d'habitude, il vient pas. Hein. Donc, c'est chaud, je crois que c'est la première fois qu'ils le font, les deux-là. On aura bien compte, bien sûr, Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi. Je vais mettre une pièce, moi, sur Kazuchika Okada, puisque Will Ospreay n'est pas là. Voilà, donc ça, je vais essayer de vous parler du G1 Climax de la meilleure des façons. J'avais fait une fois une couverture au jour le jour, mais je pense pas que ce sera faisable. Donc je pense qu'à mi-parcours, je vous ferai un point. Et puis voilà, on va faire au mieux, tout simplement. En tout cas, dites-moi, hein, si vous voulez que je fasse quelque chose. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Moi, ça me fait plaisir de vous parler de cette fédération qui n'est pas encore au top, puisque, comme je vous le dis, hein, avec le Covid, il y a tout qui est fermé au Japon, donc c'est difficile de faire venir des catcheurs autres que ce qu'ils ont sur place. Du coup, pas trop de renouveau dans le roster, ils font ce qu'ils peuvent, mais là, du coup, ils nous ont sorti quand même 2 très belles journées. Les matchs étaient vraiment bons. Il n'y a pas grand-chose à acheter, hein, hormis quelques interventions du Bullet Club, mais même ça, le match est quand même tout à fait regardable. C'était vraiment 2 très belles journées, alors que j'ai été gavé de catch, hein, sur cette semaine-là, avec tout ce qui s'est passé à la All Elite Wrestling, à la WWE. J'ai encore pris le temps de regarder ce double show-là, et ma foi, je ne suis pas déçu parce que c'était d'une bien belle qualité. Voilà, on va essayer de se retrouver très bientôt pour débriefer le G1 à mi-parcours, hein, je pense tout simplement. Voilà, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast à Catch-Up. On est sur YouTube, on est sur Facebook, Twitter @CatchUpCDC. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, c'est toujours gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui sort, vous êtes averti. Vous nous retrouvez pour toutes les reviews de Monday Night Raw, de SmackDown, désormais de la All Elite Wrestling, hein, tenir Dynamite, et puis peut-être revenir sur Rampage aussi régulièrement chaque semaine, maintenant que les choses sérieuses ont commencé. Et donc régulièrement de la New Japan aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu écouter autant que moi à enregistrer. Et puis je vous dis à très bientôt, les amis, peut-être sur Discord, l'invitation est dans la description, ou sur les ondes de Catch-Up tout simplement. C'était Ringside, vive le catch, et à vous les studios, bye bye.